Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche et nous méditons ensemble une situation qui est courante pour chacun de nous. Comment réussir ma vie? Et la réussite, c'est pratiquement dans les gènes même de la personne humaine. Et surtout dans les sociétés concurrentes dans lesquelles nous évoluons, que ce soit partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Europe et en Australie, partout, chacun aspire à la réussite. Et parfois la réussite en fait prend des chemins où ce désir légitime de réussite prend un chemin parfois tortueux, parfois compliqué, et beaucoup en perdent même la vie. Et c'est pour cela que la question que l'on peut se poser, la réussite dans sa totalité, de quoi peut-elle dépendre? Et cette question, elle est une question légitime. Et au-delà de la légitimité, c'est, je dirais, une question très très intimement liée à l'existence de la personne humaine. Toi comme moi, nous avons envie, nous avons besoin et il nous est nécessaire même de réussir. Et c'est pour cela que j'ai cherché dans la parole de Dieu ce qui peut nous donner les éléments sûrs de la réussite. Parce que il est important de réussir dans les études, il est important de réussir dans son mariage, il est important de réussir dans sa vie sociale, sa vie politique. Tout cela est très important. Mais alors, comment y arriver? Et je crois qu'il y a un passage de la Bible qui nous enseigne beaucoup. C'est le psaume 1, le premier psaume, écrit par le roi David et chanté et dansé par le roi David, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point et tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Voilà la clé importante, capitale, irremplaçable de la réussite. C'est de méditer la loi de l'Éternel jour et nuit et de faire que cette loi soit dans ton cœur, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Et c'est comme cela que tu seras comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Et aujourd'hui, je suis venu au bord de ce courant pour voir avec vous la différence entre les arbres qui dessèchent et les arbres qui restent plantés et qui portent des racines au bord du courant d'eau. Ceci souvent peut paraître aléatoire parce que très souvent l'idée qu'on a de la réussite est une idée qui ne tient pas en réalité compte des enseignements de la parole de Dieu. On a le grand sentiment que
on est fort soi-même, et comme on est fort, on va y arriver. On a le grand sentiment qu'on est diplômé soi-même, et comme on est diplômé, on va y arriver. On a le sentiment qu'on a des richesses, et comme on est riche, on va y arriver. On a le sentiment qu'on a le pouvoir sur les hommes, sur les biens, et comme on a ce pouvoir, alors on va réussir. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous le sachiez bien, que tout cela, tu peux l'avoir. Tu peux même avoir la domination de toute la terre. Comme d'ailleurs, en Matthieu 4, le diable est venu dire à Jésus, je te donnerai la domination de tout cela, tout ce que tu vois, si tu m'adores. Et justement, cette vision que l'on a de la réussite nous conduit toujours et toujours vers une adoration du Dieu Mammon. Mais le Dieu Mammon n'est pas Dieu, vers une adoration de Satan. Et c'est de cela qu'il faut que nous puissions nous détacher. Et c'est en nous détachant de cela, de ce faux Dieu, que nous allons réussir et que nous aurons le bonheur. Le bonheur est dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a un projet pour nous. C'est lui qui dira, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de réussite, de bonheur, et non projet de malheur. Et c'est là qu'on voit que malgré tout ce que les gens peuvent avoir, c'est les mêmes qui en arrivent à se suicider. Or, celui qui est dans le Seigneur reçoit la paix qui est nécessaire. Et cette paix, le monde ne peut pas te la donner. Et même dans les combats sociaux, les combats politiques, quelle que soit la forme des combats, nous avons toujours cette réalité surprenante. C'est la réalité de la paix qui manque. Or, c'est avec la paix est la meilleure terre qui puisse permettre de construire sa vie. Et même quand un peuple est dominé, si ce peuple a Dieu, ce peuple va renverser la domination. Parce que Dieu est son allié. Dieu est le grand général. Mais il faut que ce peuple médite la parole de Dieu de jour comme de nuit. Et voilà donc aujourd'hui ce bord du courant d'eau qui permet de vivre dans la paix et de vivre. Mesdames et messieurs, vous qui venez avec les questions que nous abordons ensemble, je vous présente mes excuses, y compris vous qui suivez nos échanges, parce que exceptionnellement, nous avons déplacé notre causerie à dimanche. L'emploi du temps n'a pas permis que nous puissions avoir notre rencontre hebdomadaire. Et vous savez, plus on avance, plus les agendas sont très chargés. Et plus les agendas sont chargés, plus il devient nécessaire de s'imposer la discipline, de trouver toujours le temps d'échanger. Parce que la parole lave, mais la parole élève aussi, élève tout un peuple. Donc, vous êtes venus avec 3 questions que nous abordons tout de suite. La première question, si j'ai bien compris,
c'est que vous me parlez d'Iloki, encore un Iloki au Congo. Décidément, les noms d'Iloki n'apportent pas de l'intelligence. Iloki qui serait le secrétaire général, ou en tout cas une personnalité du PCT, qui pour moi est le parti criminel de la torture. Ce PCT qui s'indigne que le sommet Afrique-France n'est pas invité comme d'habitude les chefs d'État, tous ces croulants là, et puis n'est pas invité donc ces chefs d'État, et par ricochet, pour lui, et je pense pour tous les dignitaires de ce pouvoir, il ne s'agit là que d'une simple réunion et non d'un sommet. C'est l'horreur même dans l'intelligence. C'est une manière d'insulter l'intelligence politique. Parce que pour lui, et il se réfère à Nuremberg, et je ne sais pas de quelle façon, il peut trouver une légitimité de son faux raisonnement dans Nuremberg, et qui permettrait de dire que quand il y a un sommet, il faut que ce soit en quelque sorte les gens au sommet qui viennent décider pour prendre des décisions, des résolutions importantes dans la marche des affaires politiques. C'est une lecture qui, comme celle de Makosso, comme celle de ce fameux ministre de la Communication, c'est des lectures très sommaires. On se demande parfois où est-ce qu'ils ont appris le droit, ces personnes-là, parce que au fond, un sommet n'est autre chose que la réunion de ceux qui sont représentatifs d'un peuple. Il y a légitimité parce que ces hommes et ces femmes représentent le peuple. Et il se trouve que dans l'état actuel, ni Sassou, ni qui que ce soit d'autre, n'ont une véritable légitimité pour pouvoir parler et prendre des engagements au nom du peuple congolais, en l'occurrence. Et donc, qui alors va être légitime pour pouvoir parler au nom du Congo, pour pouvoir prendre, pour interroger, en l'occurrence, le président Macron, puisque c'est de lui qu'il s'agissait. Donc, ce ne sont plus les Sassou. Ce n'est plus un lieu où on va faire de la magouille, où on va continuer la fameuse France-Afrique. Et je crois que dans l'état actuel, c'est ceux qui représentent, ou qu'on a appelé la société civile, qui sont les représentants véritables du peuple. Ceux qui ont été appelés là-bas, et qui sont même venus d'Afrique, ce sont ceux-là qui représentent la légitimité africaine. Et je crois que ce qui étonne les gens, c'est que ou les gens du PCT, ou les gens ces mercenaires qui sont au pouvoir au Congo, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont perdu la légitimité nationale, mais maintenant de plus en plus la légitimité internationale. Et rien qu'à voir Ebata qui se fait arrêter comme un petit délinquant et ce qu'il est à l'aéroport avec de l'argent du Congo, rien qu'à voir Sassou et Dominique Strauss-Kahn qui se font plus qu'épingler dans le cache investigation de France 2, de Madame Élise Lucet, et rien qu'à voir tout cela, comment est-ce que véritablement eux ils peuvent se sentir légitimes par rapport au pouvoir congolais? Ils ne sont pas légitimes. Donc ils ne peuvent pas prendre des engagements au nom du Congo, ils ne peuvent pas prendre des engagements au nom du peuple congolais. Alors, donc, ceux qui ont été invités là-bas, c'est ceux qui ont légitimité, et j'ai été invité. Et beaucoup n'ont pas voulu que je parle de cela, mais en fait, j'ai été invité. Pourquoi j'ai été invité? Parce que je suis légitime. Parce que je représente la légitimité congolaise, maintenant.
Donc, c'est fini cette histoire de France-Afrique, c'est fini ces combines de Sassou, c'est fini cette manière de corrompre la communauté internationale. Maintenant, il faut qu'on fasse la vraie politique. Et c'est ce que j'ai appelé la nouvelle politique du Congo. Le Congo doit redorer, on doit redorer le blason terni, plus que terni du Congo. Et donc, c'est avec des vrais représentants. Et c'est fini ça, c'est fini ce passé. Je suis légitime. Et c'est pour cela que j'ai été invité. Je crois que j'ai été le seul Congolais qui a été invité. Il y a donc là matière à réfléchir. J'avais dit que Sassou fait partie du passé. Tous ces délinquants-là qui sont autour de lui, les kiki et consorts, c'est du passé cela. Maintenant, on va passer dans le sérieux. Construire le vrai Congo. Maintenant, l'autre question que vous me posez, c'est qu'est-ce que le procès sur Sankara m'inspire? Bien entendu, d'abord, je suis heureux que ce procès puisse avoir lieu. J'espère que la vraie justice va éclater et qu'on aura véritablement des informations pour l'histoire. Parce que Sankara, c'est un grand homme de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Les jeunes s'en inspirent beaucoup. Donc il est important qu'on puisse avoir des vraies raisons de vivre, des vraies raisons de connaître la justice. Parce que c'est la justice qui élève le peuple. Mais pour le cas du Congo, cela m'inspire en fait une question sur deux situations politiques graves. La première situation, c'est celle de Ngouabi. Jusqu'à présent, on a tout mis dans les méandres et on ne veut pas savoir, ou tout au moins on ne veut pas dire qui a tué Ngouabi. Et je crois que c'est l'occasion, justement, les vérités éclatent. Qui a tué Ngouabi? Et je crois que cette question, elle est retentie. Sassou sait qui a tué Ngouabi et qui a commandité cette mort. Sassou le sait. Mais au-delà de Sassou, le Congo a besoin de savoir qui a tué. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, on a épinglé, on a mis à l'index les Congos. Bakongo, Babomi, Marien. Mais en réalité, ces Bakongo n'ont jamais tué Marien. Sauf qu'ils ont payé le prix dur. Ils ont payé le prix dur. Ils ont été tués comme des poulets. Massamba Deba, il a perdu la vie. Le cardinal, il a perdu la vie. Mais il n'y a pas que ces grandes personnalités. Beaucoup de Lari, beaucoup de Congo, beaucoup en sont morts de manière innocente. Donc, il faut que ce procès ait lieu. Mais l'autre procès, c'est celui qui est tout récent, qui a tué Kolela. Et pourquoi l'a-t-on tué? Qui a tué Kolela? C'est une question. Elle est réelle. Et à quand le procès sur Kolela, le vrai Kolela, le vrai procès? Et donc voilà, c'est cette Afrique qui doit se reconstruire autour de la justice. Parce que comme je l'ai dit, c'est la justice qui élève une nation, qui va élever l'Afrique et qui va rendre puissante l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être... Elle est puissante. Il faut que cette puissance maintenant se manifeste à travers la justice. Qu'une légitimité de justice soit là. Et c'est pour cela que je vous remercie beaucoup pour ces questions et je vous souhaite une bonne et excellente journée.